Dans la pénombre de la chambre VIP, la perfusion égrenait les secondes. Gregory Cooper gisait immobile, sa respiration à peine perceptible sous la fine couverture d'hôpital. Les moniteurs émettaient de légers bips, affichant les signes vitaux du magnate de l'empire du bâtiment, âgé de 55 ans. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Papa, tu m'entends? Ben se pencha vers son père, étudiant son visage décharné. 3 jours plus tôt, Gregory Cooper avait été victime d'une crise cardiaque massive en pleine réunion du conseil d'administration. Désormais, sa vie ne tenait qu'à un fil, et son fils n'avait pas quitté son chevet un seul instant. La porte de la chambre s'ouvrit silencieusement et une jeune femme en uniforme bleu d'aide-soignante se glissa à l'intérieur. Abigail travaillait à la clinique Paradis Médical depuis seulement 6 mois, mais elle avait déjà remarqué certaines pratiques étranges dans le traitement de certains patients fortunés. « Excusez-moi, je dois faire un peu de nettoyage », dit-elle doucement, poussant un chariot rempli de produits d'entretien. Ben hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais son père. « Comment va-t-il » demanda Abigail avec sympathie en essuyant le rebord de la fenêtre. « Les médecins disent qu'il est stable, mais je vois bien qu'il s'affaiblit. Hier, il a été conscient quelques minutes, mais aujourd'hui, pas une seule fois. » La voix du jeune homme tremblait. Abigail jeta un coup d'œil à la perfusion et fronça les sourcils. Ses années d'expérience dans un hôpital public lui avaient appris à comprendre les médicaments, et ce qu'elle voyait soulevait de sérieuses inquiétudes. Le dosage de sédatifs était clairement trop élevé. À côté de la poche principale, pendait une poche supplémentaire de solution qui n'avait rien à faire dans un traitement post-crise cardiaque. « Excusez-moi, le docteur Brock s'est-il passé aujourd'hui » demanda-t-elle prudemment. « Oui, il était là ce matin », répondit Ben en se frottant les yeux de fatigue. Il a dit que papa avait besoin d'une thérapie plus intensive et a prescrit de nouveaux médicaments. Des bruits de pas pressés résonnèrent dans le couloir, et Abigail retourna rapidement à son nettoyage. L'infirmière en chef, Rachel, une femme d'une 50aine d'années au visage froid et impénétrable, entra dans la chambre. « Ben, vous devriez vous reposer. Rentrez chez vous, nous nous occuperons de votre père. » Sa voix avait un ton autoritaire. « Merci, mais je reste », répliqua fermement le jeune homme. L'infirmière pinça les lèvres et s'approcha de la perfusion. Abigail la vit sortir une petite seringue de la poche de sa blouse et se préparer à l'injecter dans le cathéter. « Rachel, qu'est-ce que c'est que ce médicament » demanda soudainement Ben. L'infirmière hésita un instant. « C'est un complexe vitaminé pour l'aider à maintenir ses forces », dit-elle rapidement, injectant le contenu avant de se diriger vers la porte. « Je reviendrai dans 1 heure pour vérifier les moniteurs. » Dès que la porte se referma derrière elle, Abigail s'approcha du lit. « Ben, puis-je vous parler un instant » dit-elle en baissant la voix jusqu'à un murmure. « Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le traitement de votre père. » Le jeune homme la regarda, surpris. « Que voulez-vous dire ? Vous voyez cette perfusion ? C'est une triple dose de sédatif. Et ce que Rachel vient d'injecter ? J'ai travaillé 5 ans en cardiologie, et nous n'avons jamais utilisé de tels médicaments pour les patients victimes de crise cardiaque. » Ben pâlit. « Vous en êtes sûr ? » Malheureusement, oui. Et ce n'est pas la première fois. Il y a 1 mois, un homme d'affaires nommé Louis est décédé ici, également après une crise cardiaque. Sa famille a ensuite poursuivi la clinique, affirmant que son traitement avait été inapproprié. Abigail jeta un coup d'œil vers la porte et continua encore plus bas. « J'ai vu le docteur Brooks rencontrer plusieurs fois un homme en veste de cuir. Il discute toujours dans son bureau, tard le soir, quand il pense que personne n'est là. Hier, j'ai surpris par hasard cet homme dire « Gregory Cooper doit signer le testament tant qu'il le peut encore. Plus tard, il sera trop tard. » Ben bondit de sa chaise, le visage déformé par la colère et la peur. « C'est impossible ! Le docteur Brooks est le meilleur cardiologue de la ville. Papa lui fait confiance depuis 10 ans. » Ben secoua la tête. « Je sais comment ça sonne, » répondit calmement Abigail, « mais réfléchissez. À qui profiterait la mort de votre père ? Il dirige une énorme entreprise, il a sûrement des ennemis, des concurrents. » Abigail se tut en voyant l'expression du jeune homme changer. « Anthony Howard, » murmura Ben. « L'associé de papa. Ils se disputent depuis des mois au sujet d'un nouveau projet. Papa voulait racheter sa part, mais Anthony exigeait 3 fois la valeur du marché. La veille de la crise cardiaque, papa a dit qu'il allait le poursuivre en justice. Il se prit la tête entre les mains. « Oh mon Dieu !
Et c'est Anthony qui a recommandé cette clinique, dit Ben, abasourdi. Il a dit qu'ils avaient les meilleurs spécialistes, que le docteur Brox lui avait sauvé la vie après son accident de voiture. Soudain, les moniteurs se mirent à biper de manière plus urgente. Le rythme cardiaque de Gregory Cooper s'accéléra, sa respiration devint erratique. Abigail se précipita vers l'équipement. « Ok, restez calme. C'est une réaction aux médicaments qui a été administrée. Nous devons le neutraliser immédiatement. » Elle se hâta vers son chariot de nettoyage et sortit une petite trousse de premier secours du compartiment inférieur. « Où avez-vous eu ça ?» demanda Ben, stupéfait. « Je transporte toujours une trousse d'urgence de base. » « Force de l'habitude de mon ancien travail, répondit Abigail en remplissant rapidement une seringue d'un liquide clair. Elle l'injecta dans la tubulure de la perfusion de Gregory Cooper. En quelques minutes, les signes vitaux commencèrent à se stabiliser. « Nous devons faire sortir votre père d'ici immédiatement, déclara fermement Abigail. « Mais comment ? Il est branché à des machines, il ne peut pas bouger tout seul. Il y a de l'équipement portable dans le bâtiment voisin. Un nouveau lot a été livré récemment. Si nous pouvons l'Y amener discrètement, puis le faire sortir par la sortie de service ? C'est de la folie. Et si son état s'aggrave en chemin ? Ben, si nous le laissons ici, il risque de ne pas survivre à la nuit. » Comme pour confirmer ses paroles, des voix résonnèrent dans le couloir. Abigail jeta un coup d'œil par la porte et vit le docteur Brox avec l'homme en veste de cuir. Ils étaient engagés dans une conversation animée. « Ça fait 3 jours et il est toujours en vie, » dit l'étranger d'un ton irrité. « Patience, Patrick. Nous ne pouvons pas agir trop vite, cela éveillerait les soupçons. Demain soir, nous augmenterons la dose. D'ici le matin, ce sera fini, » répondit le médecin-chef. Abigail referma doucement la porte et se tourna vers Ben, le visage blême. « Vous avez entendu. Il ne nous reste que jusqu'à demain. » Ben serra les poings. « Que devons-nous faire ? D'abord, nous allons déconnecter les moniteurs inutiles, ne laisser que l'essentiel. Ensuite, j'irai chercher un brancard dans la salle de soins. Vous, rassemblez les affaires personnelles de votre père et vos documents. Avez-vous de l'argent liquide ? Oui, j'en ai un peu. Bien. Nous aurons besoin d'un taxi pour un autre hôpital. » L'heure suivante se passa en préparatifs frénétiques. Abigail détacha habilement les moniteurs, ne laissant que le moniteur cardiaque portable connecté. Ben rangea les affaires de son père dans un petit sac, jetant constamment des regards vers la porte. « Et les caméras de surveillance ?» demanda-t-il soudain. « Ils les ont coupées pour maintenance dans cette aile. »« On a de la chance », répondit Abigail en finissant avec l'équipement. « Maintenant vient le plus dur, transférez votre père sur le brancard. » Gregory Cooper était un homme corpulent, et même affaibli par la maladie, il pesait encore lourd. Ensemble, ils peinèrent à le transférer. Pendant la manœuvre, Gregory gémit et ouvrit légèrement les yeux. « Papa, tu m'entends ?» Ben se pencha sur lui. « Ben » murmura l'homme d'une voix rauque. « Oui, c'est moi. On t'emmène en lieu sûr. Fais-nous confiance. » Gregory hocha faiblement la tête et referma les yeux. Abigail le couvrit d'une couverture supplémentaire, cachant la perfusion portable en dessous. Si quelqu'un demande, on dira qu'on l'emmène pour des examens complémentaires. Allons-y, il faut bouger avant la ronde de nuit. Ils poussèrent le brancard dans le couloir. Le cœur de Ben battait la chamade, chaque passant lui semblait être une menace potentielle. Mais Abigail restait calme et sereine, guidant avec assurance le brancard vers l'ascenseur. Au 2e étage, ils tournèrent dans un couloir sombre de l'aile administrative. « Peu de gens passent par ici le soir », expliqua Abigail. Ils passèrent devant plusieurs bureaux et atteignirent la sortie de service. « Zut, c'est fermé à clé. » Ben tira la poignée. « Détendez-vous, j'ai la clé. Les concierges ont accès à toutes les pièces. » Abigail sortit un grand trousseau de clés. La porte grinça en s'ouvrant, laissant entrer l'air frais du soir. Ils débouchèrent dans la cour arrière de la clinique, où des poubelles se tenaient près du parking du personnel. « Plus vite, il n'y a que 50 mètres jusqu'au portail », ordonna Abigail, poussant le brancard sur l'asphalte. Soudain, un cri retentit derrière eux. « Hé, arrêtez! Où emmenez-vous ce patient ?» Ils se retournèrent et virent un agent de sécurité courir vers eux depuis l'entrée principale. « Ne vous arrêtez pas !» cria Abigail. Ils se mirent à courir, poussant le brancard devant eux. Gregory Cooper grogna sous les secousses. Il ne restait que 20 mètres jusqu'au portail. D'autres personnes sortirent du bâtiment en courant.
Parmi elles, Ben reconnut le docteur Brox et Rachel. « Ben, arrêtez immédiatement. Vous mettez la vie de votre père en danger », hurla le médecin-chef. Mais ils avaient déjà franchi le portail. Un taxi passait par là. Abigail lui fit de grands signes. La voiture s'arrêta. « S'il vous plaît, aidez-nous, nous avons un patient dans un état critique, il doit aller à l'hôpital de la ville immédiatement », plaida-t-elle auprès du chauffeur. Un chauffeur de taxi âgé sortit et les aida à hisser Grégory sur la banquette arrière. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fuyez-vous une clinique ?» demanda-t-il, perplexe. « Ils essayaient de tuer mon père, » haleta Ben. « S'il vous plaît, conduisez vite. » Le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, le visage pâle de Grégory, le jeune homme terrifié, la femme déterminée en uniforme d'infirmière. « Accrochez-vous bien, » dit-il, et il appuya à fond sur l'accélérateur. La voiture démarra en trombe, laissant derrière elle la clinique d'élite Paradis Médical. Abigail regarda en arrière et vit le docteur Brox crier dans son téléphone. « Ils vont appeler la police, » dit-elle, inquiète. « Ils diront que nous avons enlevé un patient. » « Qu'ils le fassent. L'important, c'est que mon père soit en vie, » dit fermement Ben, serrant la main de son père. Grégory Cooper ouvrit lentement les yeux. Son regard était d'une clarté surprenante. « Merci, » murmura-t-il en regardant Abigail. Elle sourit, stabilisant la poche de perfusion. « Vous allez vous en sortir, Grégory Cooper. Vous allez vivre. » Puis, doucement à Ben, « Je sais que tout ça a dû paraître fou, mais il fallait que vous me fassiez confiance. » « Et je l'ai fait, » dit Ben. « Merci. Je ne connais même pas votre nom complet. »« Abigail. Abigail Hall. » Le taxi filait à travers la ville nocturne, les éloignant du danger mortel. Ben sortit son téléphone. « Nous devons appeler l'avocat de la famille et trouver un bon médecin indépendant. Il y a mon ancien mentor à l'hôpital de la ville, le professeur King, » proposa Abigail. « C'est un homme honnête, vous pouvez lui faire confiance. »« Parfait. Chauffeur, conduisez-nous à l'hôpital municipal numéro 3. » Les 15 minutes suivantes se passèrent dans un silence tendu. Chacun était perdu dans ses pensées. Ben pensait à la trahison des gens en qui ils avaient eu confiance pendant des années. Abigail se demandait si elle avait bien fait de s'impliquer. Et Grégory Cooper, luttant encore contre les sédatifs, essayait de comprendre ce qui s'était passé. Quand le taxi s'arrêta à l'entrée des urgences de l'hôpital municipal, une équipe les attendait déjà. Abigail avait réussi à appeler le professeur King, qui était sorti en personne pour accueillir ses patients inhabituels. « Abigail, que se passe-t-il » demanda le médecin aux cheveux gris avec inquiétude. « Marcus, c'est une longue histoire, mais nous devons vérifier son sang pour des toxines immédiatement et le stabiliser. On suspecte un empoisonnement médicamenteux. » Grégory Cooper fut rapidement transféré sur un brancard d'hôpital et emmené en soins intensifs. Ben voulut le suivre, mais le professeur l'arrêta. « Jeune homme, vous devriez attendre ici. Nous ferons tout notre possible. » Il se tourna vers Abigail, « Et vous, venez avec moi. Dites-moi exactement quels médicaments ont été administrés. » Laissé seul dans le couloir, Ben s'effondra sur un banc d'hôpital dur. L'adrénaline était retombée, laissant place à un épuisement écrasant. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Oliver, c'est Ben Cooper. Nous avons une urgence. » La brume matinale se dissipait lentement sur la forêt de pins, révélant une maison à 2 étages avec des fenêtres panoramiques. Grégory Cooper était assis sur la terrasse, enveloppé dans une couverture chaude, regardant les premiers rayons de soleil percer à travers la cime des arbres. Un mois exactement s'était écoulé depuis cette terrible soirée où l'aide-soignante, Abigail, l'avait littéralement arraché aux griffes de la mort. « Papa, ta tisane est prête, » dit Ben en posant une tasse fumante sur la table. « Merci, mon fils, » répondit Grégory avec un sourire reconnaissant. En un mois, il s'était rapproché plus qu'il ne l'avait été au cours des 10 dernières années. « Tu sais, je n'arrête pas de penser à cette fille, Abigail, » dit-il pensivement, prenant une gorgée de la boisson parfumée. Elle a risqué sa carrière, peut-être même sa vie, pour sauver un parfait inconnu. Il n'y a plus beaucoup de gens comme ça de nos jours. Ben s'assit à côté de lui, observant son père avec inquiétude. « Tu y penses trop. Le docteur King a dit que tu devais éviter le stress. » « Je n'y pense pas trop, je me sens simplement redevable. Nous n'avons même pas pu la remercier correctement. Elle a quitté l'hôpital le lendemain, dès qu'elle s'est assurée que j'allais bien. » Le téléphone sonna à l'intérieur de la maison. Ben se leva pour répondre, mais Grégory l'arrêta d'un geste.
Je vais prendre. Je dois commencer à reprendre une vie normale. Il se leva lentement et entra dans le salon. Il décrocha le combiné. Allô? Ah, Oliver, bonjour. Des nouvelles de notre affaire? Le visage de Grégory s'assombrit en écoutant l'avocat. Je vois? Oui, je suis prêt à témoigner. K.O.? Très bien, demain à 10 heures. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Ben, alarmé, en voyant son père s'affaisser lourdement dans un fauteuil. L'enquête a confirmé nos soupçons. Ils ont trouvé des traces d'un poison rare à action lente dans mon sang. Il était administré à petite dose pour simuler une détérioration naturelle après une crise cardiaque. Oh mon Dieu! Et Anthony Howard? Rien pour l'instant. Il n'y a pas de preuve directe de son implication. Brox a été arrêté, mais il reste muet comme une carpe. Il prétend avoir agi seul pour l'argent. Grégory se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le paysage paisible de la forêt. Tu sais, Ben, j'ai beaucoup réfléchi ce dernier mois. J'ai passé toute ma vie à courir après le succès, l'argent, à bâtir mon empire. Et au final, je me suis retrouvé seul. Même mon propre fils était devenu presque un étranger pour moi. Papa, ne dis pas ça. Non, laisse-moi finir. J'ai besoin de dire ça. Après la mort de ta mère, je suis devenu comme de la pierre, renfermé, je me suis enfoui dans le travail. Je pensais que ça m'aiderait à surmonter la douleur, mais en vérité, je n'ai fait que te repousser, toi, la seule personne qui me restait. Ben s'approcha de son père et posa une main sur son épaule. C'est ma faute aussi, papa. Au lieu de te soutenir, je t'en ai voulu. Je pensais que tu ne m'aimais pas. J'ai commencé à vivre ma propre vie, j'ai arrêté d'appeler, de te rendre visite. Tu n'étais qu'un enfant, Ben. J'étais l'adulte. C'était ma responsabilité de rester proche de mon fils. Ta mère, elle ne m'aurait pas pardonné ça. La voix de Grégory trembla à la mention de sa femme. Parle-moi de maman, demanda Ben. J'étais si petit quand elle est morte. Je ne me souviens que de fragments. Son sourire, l'odeur de son parfum, comment elle chantait des berceuses. Grégory sourit, perdu dans ses souvenirs. Ta mère était une femme extraordinaire, Gloria. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée de charité. Elle travaillait pour une fondation qui aidait les orphelins. Belle, intelligente, avec un incroyable sens de l'humour. Mais tu sais ce qui est le plus intéressant? Quoi? Demanda Ben, intrigué. Elle était mon deuxième amour. Ben haussa les sourcils. Deuxième? Tu n'as jamais mentionné ça avant. Grégory se rassit dans son fauteuil, son regard se perdant dans le passé. Elle s'appelait Mia. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 25 ans et elle 23. Je lançais tout juste mon entreprise, je louais une minuscule chambre dans un appartement communautaire. Elle était infirmière à la clinique locale. Nous nous sommes rencontrés par hasard. J'y suis allé pour un rhume, et c'est elle qui faisait les piqûres. Elle a ri quand moi, un homme adulte, j'ai pâli à la vue d'une seringue. Et que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous rompu? Ben rapprocha sa chaise, fasciné par l'histoire de son père. Mes parents, tes grands-parents, étaient des gens de la vieille école, commença Grégory. Quand ils ont appris que je sortais avec une simple infirmière, sans relation ni pédigré, ils ont piqué une crise. Grand-père a menacé de me couper les fonds pour ma start-up. Grand-mère pleurait, disait que je déshonorais la famille. Ça a duré 3 mois. Tous les jours, des reproches, des menaces, des larmes. Grégory ferma les yeux, revivant la douleur de ses jours. Mia a tout compris. Elle a vu à quel point j'étais déchiré entre elle et ma famille. Et un jour, elle a simplement disparu. Elle a laissé un mot, « Je t'aime trop pour te voir souffrir. Sois heureux. » Je l'ai cherché pendant 6 mois. J'ai visité tous les hôpitaux de la ville, demandé à tout le monde, mais c'est comme si elle s'était volatilisée. Puis, mes parents m'ont présenté Gloria. Fille de leurs partenaires commerciaux, d'une bonne famille, bien éduquée. Et tu sais quoi? Je suis tombé amoureux d'elle. Pas comme j'aimais Mia, mais c'était un amour sincère. Papa, as-tu déjà regretté de ne pas t'être battu pour Mia? Demanda doucement Ben. Chaque jour, les premières années. Plus tard, moi. Et quand tu es né, j'ai pensé que peut-être tout s'était passé comme il le devait. Parce que si j'étais resté avec Mia, tu n'existerais pas. Mais parfois, surtout après le décès de Gloria, je me demande, qu'est devenue sa vie? S'est-elle mariée? A-t-elle des enfants? Est-elle heureuse? Ils se turent, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Ben prit la parole. Papa, retrouvons Abigail.
Tu as raison, nous devons la remercier comme il se doit. Et je veux la remercier une fois de plus moi-même. Sans elle? J'y ai pensé. Mais comment la trouver? À l'hôpital, ils ont dit qu'elle avait démissionné le lendemain de notre fuite. L'adresse de son domicile dans son dossier personnel n'était plus à jour. Personne ne la connaît plus. Et si on engageait un détective privé? Tu as des contacts, suggéra Ben. Gregory hocha la tête. Il y a un type, John Ross. Ancien enquêteur, il travaille maintenant dans le renseignement privé. Très professionnel, il pourrait trouver une aiguille dans une botte de foin. Alors qu'est-ce qu'on attend? Appelle-le. Gregory composa le numéro. John Ross, c'est Cooper. Oui, merci, je vais beaucoup mieux maintenant. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Je dois trouver quelqu'un? Oui, une femme. Abigail, la trentaine. Elle travaillait comme aide-soignante à la clinique Paradis Médical. Quoi? Tu la cherches déjà à la demande de quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas dire qui, je comprends, John Ross? C'est très important pour moi. Elle m'a sauvé la vie? D'accord, j'attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Ben avec impatience. Étrange coïncidence. Il s'avère que quelqu'un d'autre la cherche déjà. Mais John ne veut pas dire qui, éthique professionnelle. Il a promis de rappeler dès qu'il saura quelque chose. Gregory fronça les sourcils. Ça ne me plaît pas. Et si c'était Anthony qui la cherchait? Et s'il voulait éliminer un témoin? Les jours suivants se passèrent dans une attente anxieuse. Gregory essaya de retourner au travail, examina des documents, tint des visioconférences avec ses adjoints, mais son esprit revenait sans cesse à la mystérieuse aide-soignante. Ben ne tenait pas en place non plus. Il se rendit même au Paradis Médical dans l'espoir d'apprendre quelque chose, mais on lui répondit froidement qu'Abigail Hall n'y travaillait plus. Le 4e jour, un appel de John arriva. Gregory Cooper, j'ai des nouvelles. Puis-je passer? Bien sûr, je vous attends. 1 heure plus tard, le détective privé, un homme petit et trapu d'une 50aine d'années, était assis dans le salon de la maison de campagne. Bon, laissez-moi commencer par le début. Abigail Hall est bien réelle. 31 ans, née dans notre ville. Diplômée avec mention de l'école d'infirmière. A travaillé comme infirmière à l'hôpital municipal numéro 3, puis dans un hospice, et ces 6 derniers mois comme aide-soignante au Paradis Médical. Pourquoi une infirmière qualifiée travaillerait-elle comme aide-soignante? Demanda Ben, surpris. J'ai découvert ça aussi. Elle avait une mère très malade qui nécessitait des soins constants. L'horaire d'aide-soignante lui permettait de passer plus de temps à la maison. Sa mère est décédée d'un cancer il y a 5 ans. Depuis, Abigail vit seule dans un appartement de 2 pièces sur la rue Satavia. Vous l'avez trouvée? Vous pouvez nous donner l'adresse? Demanda Gregory, visiblement réjoui. John secoua la tête. C'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez que je vous ai dit que quelqu'un d'autre la cherchait? Eh bien, cette personne est une femme d'une 60aine d'années. Elle s'est présentée comme une parente éloignée, cherchant soi-disant Abigail pour une affaire d'héritage. Mais j'ai fait quelques recherches. Il n'y a pas d'héritage, et tous ses parents sont connus. Et qui est cette femme? Gregory se tendit. Une certaine Betty Murphy. Officiellement, elle est femme au foyer, mais j'ai des raisons de croire qu'elle est liée à votre ancien associé, Anthony Howard. Son fils travaille pour sa société de sécurité. Bon sang, je le savais. Ils veulent l'atteindre. John leva la main pour calmer le jeu. Ce n'est pas si grave. Premièrement, ils ne l'ont pas encore trouvée. Deuxièmement, j'ai mis Abigail sous surveillance discrète. Mes hommes surveillent près de chez elle. S'il se passe quelque chose, nous interviendrons immédiatement. Et troisièmement, j'ai son numéro de téléphone. Vous pouvez l'appeler, la prévenir du danger et organiser une rencontre. Gregory serra avec reconnaissance la main du détective. Merci, John Ross. Vous nous avez beaucoup aidés. Combien je vous dois? Gregory Cooper, vous connaissez mes tarifs. Mais dans ce cas, faisons comme ça. Aidez mon neveu à trouver un emploi quand il aura fini ses études, et nous serons quittes. Marché conclu. Après avoir accompagné le détective, père et fils retournèrent au salon. Gregory tenait un bout de papier avec le numéro de téléphone. Alors, on l'appelle. Laisse-moi faire, proposa Ben. Peut-être qu'elle se souviendra mieux de moi. Il composa le numéro. Longue sonnerie. Finalement, un déclic et une voix féminine douce. Allô? Abigail, c'est Ben Cooper. Vous vous souvenez de moi? Vous avez sauvé la vie de mon père il y a un mois.
Un silence suivit à l'autre bout du fil. Puis Abigail parla, rapidement, nerveusement. « Ben, bien sûr que je me souviens. Comment va votre père? Il va bien? J'étais si inquiète, mais je ne pouvais pas savoir. J'avais peur d'appeler et de causer des ennuis. Il va bien, grâce à vous. Abigail, nous devons vraiment nous rencontrer. C'est important. Pouvez-vous? Je ne sais pas. Après ce qui s'est passé, j'ai eu des problèmes. La police m'a interrogé, puis des gens sont venus chez moi, ont posé des questions aux voisins. Nous le savons. C'est exactement pour ça que nous devons nous voir. Vous pourriez être en danger. Où êtes-vous maintenant? Chez moi, mais je ne veux pas que vous veniez ici. Et si la maison est surveillée? D'accord, faisons comme ça. Demain à 14 h, au café Venezia sur la rue Pouchkine. Vous connaissez? Oui, je connais. D'accord, je viendrai. Et dites à votre père que je suis très heureuse qu'il se soit remis. Je le ferai. À demain, Abigail. Ben raccrocha et regarda son père. Nous la verrons demain. Elle vient. Grégory expira de soulagement. Bien. Nous devons réfléchir à la manière d'assurer sa sécurité. Et comment la remercier? Elle n'acceptera probablement pas d'argent. Je sens qu'elle n'est pas ce genre de personne. Il faudra penser à autre chose. Ce soir-là, ils restèrent longtemps assis près de la cheminée, à discuter de la rencontre à venir. Tu sais, papa, dit soudain Ben, sans cette terrible épreuve, nous n'aurions peut-être jamais eu de vraies conversations. Nous aurions continué à vivre comme des étrangers sous le même toit. Le destin nous enseigne parfois des leçons de la manière la plus inattendue, dit Grégory pensivement. L'essentiel est d'être prêt à en tirer les leçons. Le café Venezia les accueillit avec l'arôme de café fraîchement moulu et une douce musique italienne. Grégory et Ben arrivèrent un quart d'heure en avance et prirent une table dans le coin le plus éloigné, d'où ils avaient une bonne vue sur l'entrée. Nerveux? Demanda Ben, remarquant que son père rajustait sa cravate. Un peu. C'est stupide, non? Je négocie avec des ministres et des oligarques, et là, je suis nerveux à l'idée de rencontrer une simple jeune femme. Grégory eut un petit rire nerveux. Elle n'est pas simple. Elle t'a sauvé la vie, dit sérieusement Ben. La porte du café s'ouvrit, laissant entrer le bruit de la rue avec une femme mince vêtue d'un modeste manteau gris. Abigail s'arrêta à l'entrée, regardant autour d'elle. Sans son uniforme d'hôpital, elle paraissait plus jeune. Ses cheveux châtains étaient attachés en une simple queue de cheval, son visage était à peine maquillé et elle tenait un sac en cuir usé. La voilà, murmura Ben en levant la main pour attirer son attention. Abigail les remarqua et se dirigea avec hésitation vers leur table. Bonjour, sourit-elle, un peu timide. Suis-je en retard? Non, non, nous sommes arrivés en avance. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Abigail. Grégory se leva et tira galamment une chaise pour elle. Juste Abigail. Je ne suis pas habitué à tant de formalités. La jeune femme s'assit, posant son sac sur ses genoux. Vous avez l'air en pleine forme, Grégory Cooper. Rien à voir avec le patient des soins intensifs. Grâce à vous. Sans votre détermination et votre courage. S'il vous plaît, n'en parlons plus, leva la main Abigail. J'ai juste fait ce que je devais faire. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Non, pas n'importe qui, objecta fermement Ben. Des dizaines de personnes ont vu ce qui se passait, mais vous seul avez osé agir, risquant votre travail, votre réputation, peut-être même votre vie. Le serveur apporta les menus. Abigail en prit un, mais le reposa immédiatement. Écoutez, je comprends que vous vous sentiez obligé, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je suis heureuse que tout se soit bien terminé, et ça me suffit. Abigail, nous ne pouvons pas nous contenter de vous dire merci et de partir, se pencha Grégory. Vous avez perdu votre emploi à cause de nous. Vous avez sûrement d'autres problèmes. Laissez-nous vous aider. Je n'ai aucun problème, secoua-t-elle obstinément la tête. Je trouverai du travail. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et les gens qui vous cherchent, intervint Ben. Nous savons qu'une certaine Betty vous recherche. Elle est liée à Anthony Howard, celui-là même qui a organisé l'attentat contre la vie de votre père. Abigail pâlit. Comment le savez-vous? Elle est vraiment venue chez moi il y a une semaine. Elle a prétendu être une parente éloignée, a posé des questions sur des documents de famille. J'ai dit que je ne savais rien et elle est partie. Cela pourrait être dangereux, dit sérieusement Grégory. Anthony est un homme sans scrupules. S'il pense que vous êtes une menace?
Mais je ne sais rien. Je ne sais que ce que j'ai vu à l'hôpital. C'est plus que suffisant pour un tribunal. Vous êtes un témoin clé. Sans votre témoignage, l'affaire pourrait s'effondrer. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Abigail, je vous demande d'accepter ceci. Pas comme un paiement, mais comme une aide de la part de personnes reconnaissantes. Il y a assez ici pour louer un appartement dans un endroit sûr et vivre tranquillement pendant que l'enquête se poursuit. Abigail ne jeta même pas un coup d'œil à l'enveloppe. Merci, mais je ne peux pas. J'ai mon propre appartement. Je ne vais pas déménager. C'est ma maison. Tout là-bas me rappelle ma mère. Sa voix trembla. Elle marqua une pause d'1 seconde, puis ajouta, « Désolé, je ne voulais pas. » « Non, ce n'est rien. » Abigail sortit un mouchoir de son sac. « C'est juste que je n'arrive toujours pas à m'habituer à son absence. Ça fait 5 ans, et j'attends toujours qu'elle sorte de la cuisine avec une tasse de thé en disant, « Abigail, raconte-moi ta journée. » « Je suis sincèrement désolé, » dit Gregory. « J'ai aussi perdu ma femme. Je sais à quel point c'est dur. » « Oui, Ben me l'a dit à l'hôpital. Au moins, vous avez pu vivre ensemble de nombreuses années, construire une famille. Ma mère, elle, n'a jamais rencontré son grand amour. Enfin, si, elle l'a rencontré, mais peu importe. » Elle rangea fermement le mouchoir dans son sac. « Commandons quelque chose. Nous sommes dans un café et n'avons même pas pris de café. » Ils passèrent leurs commandes, 3 cappuccinos et des desserts légers. La conversation dériva progressivement vers des sujets neutres. Abigail parla de son travail à l'hospice, de la difficulté de voir les gens souffrir, mais de l'importance de leur apporter chaleur et soin dans leurs derniers moments. Gregory et Ben écoutaient en silence, de plus en plus respectueux de cette femme modeste au cœur immense. « Vous savez, je n'ai pas choisi la médecine par hasard, » admit Abigail en remuant le sucre dans sa tasse. « Ma mère a travaillé comme infirmière toute sa vie. Depuis mon enfance, je la voyais rentrer fatiguée, mais heureuse parce qu'elle avait aidé des gens. Elle disait toujours, « Abigail, il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir une personne se rétablir grâce à tes soins. » Je voulais être comme elle. « Votre mère était une femme sage, » remarqua Gregory, et quelque chose d'étrange vacilla dans ses yeux. « Comment s'appelait-elle ? » Mia Hall. C'était la meilleure infirmière de l'hôpital municipal numéro 3. Même le médecin-chef disait que les spécialistes comme elle étaient rares. Gregory se figea, la tasse à mi-chemin de sa bouche. « Mia ?» Abigail regarda l'homme pâle avec surprise. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Ben, inquiet. Gregory reposa lentement la tasse sur la soucoupe. Ses mains tremblaient visiblement. « C'est impossible ? Mia Reed ? Mon Dieu, vous connaissiez ma mère ?» Abigail se pencha en avant, les yeux écarquillés d'étonnement. « Abigail, puis-je vous poser une question étrange ? Quelle est la date de naissance de votre mère ? » Le 15 mars. Mais qu'est-ce que 1969 vient faire là-dedans ? Finit Gregory. Abigail hocha la tête, complètement confuse. Oui, mais d'où tenez-vous ça ? Mon Dieu, vous la connaissiez vraiment. Gregory se renversa sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Ben regardait son père avec anxiété. Papa, explique-nous ce qui se passe. Ben, tu te souviens quand je t'ai parlé de mon premier amour ? La jeune femme que j'ai perdue il y a 30 ans ? Oui, son nom était... Oh, bon sang, Mia. Ben déplaça son regard de son père à Abigail. C'était votre mère. Je ne comprends pas, dit Abigail, confuse. Maman n'en a jamais parlé. Je veux dire, elle a dit qu'elle avait aimé quelqu'un, mais qu'ils avaient rompu. Mais elle n'a jamais dit de non. Elle disait seulement qu'il avait choisi une autre vie et qu'elle ne lui en voulait pas. C'était moi. Je suis l'idiot qui a choisi une autre vie. La voix de Gregory était pleine d'amertume. Je l'ai cherchée pendant 6 mois après sa disparition. J'ai vérifié tous les hôpitaux, mais elle semblait s'être volatilisée. Nous avons déménagé chez ma grand-mère, dans une autre ville, dit doucement Abigail. Maman a dit qu'elle devait recommencer sa vie. Nous ne sommes revenus que 2 ans plus tard, quand je suis né. Elle se figea soudain, réalisant la portée de ses paroles. 2 ans plus tard, je suis né, 9 mois après votre rupture. Un silence assourdissant s'installa. Gregory regardait Abigail comme s'il voyait un fantôme. Quel âge as-tu, Abigail ? 31 ans. Je suis né le 27 décembre 1993. Gregory fit rapidement le calcul dans sa tête. Ils avaient rompu avec Mia en avril 1993. 9 mois.
Mon Dieu, murmura-t-il. Tu es ma fille. Non. Abigail se leva d'un bond, renversant sa tasse. Le café se répandit sur la nappe blanche. Ce doit être une erreur. Maman me l'aurait dit. Elle n'aurait pas pu cacher une chose pareille. Abigail, calmez-vous, dit Grégory. Ben se leva aussi, essayant de retenir la jeune femme. Essayons de comprendre ça calmement. Qu'y a-t-il à comprendre? Ma mère n'était pas une menteuse. Si cet homme était mon père, elle me l'aurait dit. Elle n'était pas une menteuse, parla Grégory doucement mais fermement. C'était la personne la plus honnête et la plus noble que j'ai jamais connue. C'est pourquoi elle est partie sans me parler de la grossesse. Elle ne voulait pas que je me sente obligé. Elle ne voulait pas briser ma famille. Vous n'aviez pas de famille. Vous n'étiez pas marié. Mais mes parents avaient déjà arrangé des fiançailles avec la fille de leur partenaire. Mia le savait. Abigail se rassit lentement. Son visage était blanc comme un linge. Maman a toujours dit que mon père était un homme bien. Que c'était juste la vie qui les avait séparés. Qu'il ne savait pas pour moi et qu'elle ne voulait pas gâcher sa vie. Je pensais que c'était juste des mots réconfortants, un conte de fées pour une petite fille qui demande pourquoi tout le monde a un papa sauf elle. Si vous voulez, nous pouvons faire un test ADN, proposa Ben, essayant d'apporter un peu de rationalité dans cette situation émotionnelle. Pour être sûr à 100%. Pas besoin, secoua la tête Grégory sans quitter Abigail des yeux. Je vois Mia dans chacun de tes traits. Ses yeux? Mon Dieu, quel idiot aveugle j'ai été. S'il vous plaît, parlez-moi d'elle, demanda Abigail, la voix tremblante de larmes. De cette jeune femme que vous avez connue. Maman ne parlait presque jamais de sa jeunesse. Seulement du travail, de la façon dont elle m'a élevé. Grégory se ressaisit et commença à raconter leur rencontre, leur rendez-vous dans un petit parc au bord de l'étang, leur projet d'avenir qui ne devait jamais se réaliser. J'ai des photos d'elle à la maison, dit soudain Abigail. Tout un album. Maman adorait prendre des photos, surtout quand elle était jeune. Peut-être que vous aimeriez les voir? J'aimerais beaucoup, la voix de Grégory faiblit. Si ça ne vous dérange pas. J'habite tout près, à 15 minutes à pied. Mais l'appartement est modeste, pas comme les maisons auxquelles vous êtes habitués. Abigail, l'interrompit doucement Grégory. Vous venez d'apprendre que je suis peut-être votre père. Vous avez tout à fait le droit de me mettre à la porte, de crier, de m'accuser d'avoir abandonné votre mère. Et pourtant, vous m'invitez chez vous. Pourquoi? La jeune femme resta longtemps silencieuse, fixant sa tasse vide. Parce que maman vous a pardonné. Ce qui signifie que je n'ai pas le droit de vous en vouloir. D'ailleurs, j'ai rêvé toute ma vie de rencontrer mon père, même si cela se produit dans des circonstances aussi étranges. Ils payèrent et quittèrent le café. Ben proposa de prendre la voiture, mais Abigail secoua la tête. Mieux vaut marcher. J'ai besoin d'air frais pour digérer tout ça. Ils marchèrent en silence dans les rues calmes du vieux quartier. Grégory observait brièvement Abigail, trouvant de plus en plus de traits familiers, une démarche légère et souple, comme Mia, l'habitude de repousser une mèche de cheveux rebelle, même l'inclinaison de la tête quand elle réfléchissait. Voici ma maison, dit Abigail en s'arrêtant devant un immeuble de 5 étages. 3e étage, à droite. Ils montèrent les escaliers étroits. Abigail chercha longuement ses clés dans son sac, ses mains tremblant visiblement. Enfin, la porte s'ouvrit et ils entrèrent dans un petit mais confortable appartement. Entrez dans le salon, je vais mettre la bouilloire en marche. L'hôtesse était clairement nerveuse. Laissez-moi vous aider, proposa Ben en la suivant dans la cuisine. Grégory resta dans la pièce, regardant autour de lui. Un mobilier simple, beaucoup de livres, des tableaux brodés et des photographies sur les murs. Beaucoup de photos dans des cadres. Il s'approcha et son cœur se serra. Voici Mia, très jeune, riant, les cheveux longs et détachés. Et la voilà, plus âgée, tenant le bébé Abigail dans ses bras. Et une autre, apparemment la dernière, Mia, très maigre, mais avec le même sourire chaleureux, serrant sa fille adulte dans ses bras. Celle-ci a été prise un mois avant sa mort, dit Abigail en entrant dans la pièce avec un plateau. Elle savait déjà qu'il lui restait peu de temps, mais elle se tenait avec un courage incroyable, plaisantant même sur le fait qu'elle avait enfin perdu du poids sans aucun régime. Elle posa le plateau sur la table et prit un album épais sur l'étagère. Regardez, voici toute sa vie. Grégory prit l'album avec des mains tremblantes. Première page, la jeune Mia à l'école de médecine, entourée d'amis. La deuxième, la même Mia en blouse blanche, montrant fièrement son diplôme.
Et puis, Grégory se reconnut sur une photographie délavée, jeune, mince, avec une tignasse de cheveux noirs, enlaçant une mie harieuse sur fond de lilas en fleurs. « C'est vous ?» Abigail s'assit à côté de lui, contemplant la photo. Maman avait découpé le visage de l'homme sur presque toutes les photos. Seule celle-ci, elle l'a laissée intacte. J'ai toujours pensé que c'était mon père, mais elle ne l'a jamais ni confirmé ni nié. C'est notre dernière photo, la voix de Grégory était étouffée. Nous étions allés à la campagne, dans la maison d'un ami. C'était en mai, tout était en fleurs. Une semaine après, mes parents ont eu cette fameuse dispute, et un mois plus tard, Mia a disparu. Il tourna la page. Puis il y eut un vide de plusieurs années, et ensuite des photos de Mia enceinte. Elle était si belle, murmura Grégory. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû traverser, seule, sans soutien, dans une ville étrangère. Grand-mère a aidé, dit doucement Abigail. Maman disait que sans elle, elle ne s'en serait pas sortie. Grand-mère est morte quand j'avais 5 ans, mais je me souviens d'elle. Une vieille dame stricte, mais avec des yeux bienveillants. Elle n'a jamais jugé maman d'avoir eu un enfant hors mariage. Elle disait, on ne choisit pas l'amour, Mia. Et un enfant est toujours une bénédiction, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est venu. Ben était resté silencieux tout ce temps, observant son père et sa sœur nouvellement découvertes. Les sentiments qui l'agitaient étaient contradictoires. D'un côté, il était sincèrement heureux pour son père, qui semblait avoir rajeuni de 10 ans en regardant les photos. De l'autre, au fond de lui, une blessure s'éveillait. Il s'avérait que son père avait une autre fille dont il ne savait rien. Mais s'il l'avait su, les aurait-il choisis, lui et sa mère, ou serait-il retourné vers Mia? Ben, tu veux dire quelque chose? Abigail remarqua son humeur pensive. Je comprends, c'est un choc pour toi de découvrir que tu as une sœur, et dans de telles circonstances. Je suis heureux, se força Ben à sourire. Vraiment heureux. C'est juste beaucoup à encaisser. Désolé si je semble bizarre. Ne t'excuse pas, dit doucement Abigail. C'est pareil pour moi. J'ai été fille unique toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des frères ou des sœurs. Et soudain, voilà un frère, et un si beau, si brillant. Eh bien, certainement pas plus brillant que toi, répondit sincèrement Ben. Tu sauves des vies, tu aides les gens. Et moi, j'aide juste papa à compter l'argent. Ne parle pas de toi comme ça, interrompit Grégory en détournant les yeux de l'album. Tu es un fils merveilleux, Ben. Et tu seras un frère merveilleux, si Abigail nous permet de devenir une famille. Il y eut une pause. Abigail se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville endormie. Vous savez, maman vous a laissé quelque chose, dit-elle soudain. Pas spécifiquement pour vous, hein, je vais l'apporter. Elle sortit de la pièce et revint avec une petite boîte enveloppée de velours délavé. Maman m'a demandé de donner ça à mon père si je le rencontrais un jour. Je pensais que c'était juste les divagations d'une mourante, mais elle a tellement insisté. Grégory prit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres, une vingtaine d'enveloppes nouées par un ruban de satin, et une petite note sur le dessus. Grégory, je t'ai écrit toutes ces années, mais je n'ai jamais envoyé une seule lettre. Je ne connaissais pas l'adresse de ton cœur. Si tu lis ceci, alors le destin nous a réunis après tout, bien que d'une manière si étrange. Ne te blâme pour rien. Nous avons tous les deux fait nos choix. Mais sache ceci, je t'ai aimé chaque jour de ces 30 années. Et notre fille est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Ta Mia. Grégory ne put retenir ses larmes. Elles coulaient sur ses joues tandis qu'il relisait encore et encore la courte note. Ben passa un bras autour des épaules de son père. Abigail pleurait doucement près de la fenêtre. Elle ne s'est jamais mariée, dit la jeune femme à travers ses larmes. Il y a eu quelques prétendants, des hommes bien. Mais maman refusait toujours. Elle disait qu'on ne peut donner son cœur qu'une seule fois. J'étais en colère contre elle, je pensais que c'était de l'entêtement, de la bêtise. Mais elle aimait, tout simplement. Elle a aimé toute sa vie une personne qui ne savait même rien de ses sentiments. Je lirai ces lettres tous les jours pour le reste de ma vie, murmura Grégory, repliant soigneusement les enveloppes dans la boîte. Abigail, dit-il, je comprends que je n'ai aucun droit de demander pardon. Je n'étais pas là quand tu as grandi, je n'ai pas soutenu ta mère quand c'était difficile pour elle. Mais si tu me le permets, j'aimerais essayer d'être ton père. Même avec 30 ans de retard. Abigail se détourna de la fenêtre. Son visage était mouillé de larmes, mais l'espoir brillait dans ses yeux. « N'as-tu pas peur » demanda-t-elle. « Et si je ne suis pas la fille que tu imaginais »
Je suis juste une fille simple, sans ambition, sans désir de richesse. Je suis tout à fait satisfaite de ma modeste vie. Tu m'as sauvé la vie en risquant la tienne. Tu as pris soin de ta mère malade. Tu travailles là où d'autres ne peuvent pas supporter, sans faire de discrimination. De quelle autre preuve ai-je besoin que tu es une digne fille de ta mère, et ma fille, si je puis dire? Maman m'a toujours appris à pardonner. Abigail s'approcha de Grégory. Elle disait que les rancunes sont des pierres que nous portons dans notre cœur, et plus nous les portons longtemps, plus elles deviennent lourdes. Alors, papa, puis-je t'appeler papa? Grégory la serra dans ses bras, et Abigail enfouit son visage dans son épaule comme une petite fille. Ben les regardait avec des sentiments mitigés, mais quand Abigail lui tendit la main, il n'hésita pas à se joindre à l'étreinte familiale. Les heures suivantes passèrent comme une flèche. Ils regardèrent les photos, Abigail partagea des histoires d'enfance, Grégory partagea des souvenirs de sa jeunesse. Ben fut surpris de constater que la jalousie et le ressentiment cédaient la place à un intérêt sincère pour sa sœur. Elle s'avéra être intelligente, cultivée, avec un merveilleux sens de l'humour, tout comme leur père. « Tu te souviens comment maman m'a appris à faire du vélo ?» rit Abigail en montrant une photo où une petite fille était fièrement assise sur un tricycle. « J'avais si peur de tomber que je m'accrochais fermement au guidon. Maman a couru après moi dans tout le parc et je criais « Ne lâche pas !» Elle n'a pas pu marcher pendant une semaine après à cause de son mal de dos, mais ne s'est jamais plainte. « Ta mère était une sainte, » dit Grégory avec un sourire triste. « Je me demande souvent comment nos vies auraient tourné si j'avais trouvé la force à l'époque de tenir tête à mes parents. Tu aurais grandi avec Ben, tu aurais eu une enfance heureuse. Ne te tourmente pas, » Abigail couvrit sa main de la sienne. Maman n'a jamais regretté le passé. Elle disait que chaque expérience, même douloureuse, fait de nous ce que nous sommes. S'il n'y avait pas eu cette séparation, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Sage parole, acquiesça Ben. Tu sais, Abigail, puis-je t'appeler simplement Abigail? J'en ai longtemps voulu à papa après la mort de maman. Je pensais que le travail était plus important pour lui que la famille. Mais maintenant, je réalise qu'il ne savait tout simplement pas comment faire face à la douleur autrement. Chacun a sa propre façon de gérer le deuil. Merci, mon fils, Grégory lui serra l'épaule. Tu es devenu plus sage que ton père. Ils restèrent tard dans la nuit. Finalement, Grégory regarda l'horloge et sursauta. 11h30. Abigail, désolé, nous devons t'avoir épuisé. Pas du tout. Je suis si heureuse. Je n'arrive même pas à croire que tout cela arrive vraiment. Ce matin, j'étais orpheline, et maintenant j'ai un père et un frère. Et ce n'est que le début, promit Grégory. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais te présenter officiellement comme ma fille, faire tous les papiers, te donner mon nom de famille. Ne nous précipitons pas, l'arrêta doucement Abigail. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Et en plus, vous avez des problèmes avec cet Anthony Howard en ce moment. Je ne veux pas causer de problèmes supplémentaires. En parlant d'Anthony, fronça les sourcils Ben. Abigail, est-ce vraiment dangereux pour toi de rester ici? Peut-être devrais-tu déménager dans notre maison de campagne, au moins pendant le procès. J'y penserai, promit Abigail. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux rester à la maison et relire les journaux intimes de maman. Elle les a tenus toute sa vie. Peut-être que j'y trouverai quelque chose sur vous, sourit-elle à Grégory. Voudriez-vous les lire? J'en serais heureux, répondit Grégory. Mais seulement si tu veux les partager. Je n'ai aucun droit de violer ces secrets, même post-mortem. Ils commencèrent à se dire au revoir sur le pas de la porte. Grégory serra à nouveau sa fille dans ses bras. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir pardonné, d'être simplement toi. Merci de m'avoir trouvé. Maman aurait été heureuse. En partant, Ben se retourna. Je peux passer demain? J'apporterai un téléphone correct. Le tien est une sorte de dinosaure. Et nous devons organiser la sécurité, au moins discrètement. Passe. Je suis de repos demain. Je préparerai le déjeuner. Je cuisine plutôt bien, maman m'a appris. Le trajet du retour se fit en silence. Grégory serrait la boîte de lettres contre sa poitrine. Ben conduisait, jetant des coups d'œil à son père. Finalement, alors qu'ils approchaient de la maison, il dit « Tu sais, papa, elle te ressemble vraiment. Pas physiquement, mais par le caractère. Tout aussi têtue, pleine de principes et infiniment gentille. Cette gentillesse vient de sa mère. Moi, j'ai été un pragmatique, un homme d'affaires toute ma vie. C'est seulement maintenant que je réalise que j'ai manqué le plus important. »
À la maison, Grégory se rendit directement à son bureau. Il avait besoin d'être seul, de lire au moins une des lettres de Mia. Ben hocha la tête, compréhensif, et alla se coucher. Mais le sommeil ne venait pas. Il resta allongé dans le noir, repensant aux événements de la journée. Il a une sœur. Une sœur aînée qui a sauvé leur père et s'est avérée être la fille de son premier amour. Si quelqu'un lui avait raconté une telle histoire, il ne l'aurait pas cru. Cela ressemblait trop à un mélodrame. Mais la vie réserve parfois des intrigues plus tordues que n'importe quel feuilleton. Le matin, Grégory semblait ne pas avoir dormi de la nuit. Ses yeux étaient rouges, mais une nouvelle lumière y était apparue. « Tu as lu les lettres ?» demanda prudemment Ben au petit déjeuner. « Seulement 3. Je ne pouvais pas en lire plus. C'est trop difficile. » Elle écrivait surtout comment Abigail a grandi, ses premiers mots, ses premiers pas. Comment la petite fille posait des questions sur son père. Mia a inventé une belle histoire. Elle disait que papa s'était envolé vers les étoiles, mais qu'il reviendrait certainement quand Abigail serait grande. Et elle ne mentait pas, nota Ben. « Tu es revenu. » Trop tard. Mia n'est plus là. Abigail a grandi sans père. Mais elle est vivante, en bonne santé et prête à t'accepter dans sa vie. N'est-ce pas un miracle? Grégory hocha la tête, chassant les pensées sombres. Tu as raison. Nous devons penser à l'avenir, pas ressasser le passé. D'ailleurs, j'ai contacté l'avocat. Le procès d'Anthony est prévu pour le mois prochain. Abigail devra témoigner. Nous la protégerons, dit fermement Ben. Elle fait partie de la famille maintenant. Le mot famille sonnait si naturel, comme si Abigail avait toujours fait partie de leur vie. Et d'une certaine manière, c'était le cas. À travers les lettres de Mia, les photos et les fils invisibles du destin qui les avaient liés toutes ces années. Le mois passa en un tourbillon d'agitation et d'inquiétude. Abigail venait régulièrement à la maison de campagne. Ils parlaient beaucoup, apprenant à se connaître. Grégory reconnut officiellement sa paternité, le test ADN ne faisant que confirmer l'évidence. Ben aida sa sœur avec la sécurité, organisa une protection. Surtout, ils devinrent une vraie famille. Pas immédiatement, non sans difficulté, mais jour après jour, ils apprirent à être père, fille, frère et sœur. Le procès d'Anthony Howard et du Dr Brox fut une véritable épreuve. Abigail livra son témoignage calmement et clairement, malgré les tentatives de l'avocat de la défense de la discréditer. Grégory et Ben restèrent à ses côtés à chaque étape. Finalement, la justice prévalut. Anthony fut condamné à 15 ans pour tentative de meurtre et escroquerie, Brox à 10 ans. Après l'annonce du verdict, ils quittèrent le palais de justice. Le soleil brillait et Grégory dit soudain, « Allons quelque part. Il y a un endroit que je dois visiter. » Ils montèrent en voiture et se retrouvèrent bientôt dans un cimetière tranquille à l'extérieur de la ville. Grégory conduisit avec assurance entre les rangées de tombes, comme s'il y était venu de nombreuses fois. Finalement, il s'arrêta près d'un modeste monument en granit, Mia Hall, mère bien-aimée. Grégory s'agenouilla devant la tombe. « Pardonne-moi, Mia. Pour ma lâcheté, pour ma faiblesse, pour ne pas t'avoir trouvé. Merci pour notre fille. Elle est merveilleuse, tout comme toi. Je promets de prendre soin d'elle, de l'aimer pour nous deux. Et Ben aussi. Abigail a maintenant un frère. Nous sommes une famille, comme tu en rêvais. » Il déposa un bouquet de roses blanches sur la tombe, les fleurs préférées de Mia. Abigail pleurait doucement, s'accrochant à Ben. « Maman a toujours cru que vous vous rencontreriez. Elle disait, le destin n'est jamais cruel sans raison, toutes les épreuves nous sont données pour quelque chose d'important. » Elle avait raison, murmura Grégory en se relevant. Sans cette crise cardiaque, cette tentative de meurtre, nous ne nous serions jamais rencontrés. C'est effrayant de penser que j'aurais pu vivre le reste de ma vie sans savoir que tu existais. Ils restèrent un peu plus longtemps en silence, chacun perdu dans ses pensées. Puis ils se dirigèrent lentement vers la sortie. À la grille du cimetière, Grégory se retourna. « Vous savez, pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sens vraiment heureux. Oui, il y a la douleur de la perte, il y a le regret. Mais il y a vous, mes enfants. Et le souvenir de 2 femmes extraordinaires qui ont fait de moi ce que je suis. » Le soir même, ils se réunirent autour de la grande table de la maison de campagne. Grégory leva son verre, à la famille. Aux secondes chances. À ceux qui ne sont plus avec nous, mais qui sont pour toujours dans nos cœurs. Ils trinquèrent, et à cet instant, Abigail sentit que sa mère souriait quelque part, tout près, en les regardant. La boucle était bouclée, la famille réunie. Et ce n'était que le début de leur nouvelle histoire commune.